Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour le 3e épisode du Mutafukast, le podcast qui revient sur l'ensemble de la saga Mutafukaz à l'occasion de la reprise de la série, donc avec le 2e cycle qui a démarré en 2022 aux éditions Rue de Sèvres. Nous sommes ravis d'accueillir Run avec nous. Bonjour Run. Hello. Pour parler de Mutafukaz depuis ses débuts jusqu'à la non-fin, puisque bien entendu c'est une aventure qui ne se terminera jamais. Comme First Print, voilà, on sera immortel, ça restera dans le temps pour toujours. On a déjà fait 2 épisodes ensemble, Run, et donc on va continuer l'aventure Mutafukaz avec cette première série d'épisodes qui est consacrée vraiment au cycle 1, à la première bande dessinée. Donc on avait abordé l'avant Mutafukaz, puis vraiment l'épopée, l'arrivée Shankama et le tome 1 dans le 2e épisode. Et donc là, avec ce 3e épisode, on va revenir sur les faits sur lesquels je t'avais interrompu dans le dernier épisode pour te faire revenir sur le tome 1, donc à savoir le second album, et puis aussi le tome 0 qui est né d'une rencontre fortuite. Mais avant, juste, sans forcément pouvoir développer, tu nous disais en off qu'il a existé des Godmiché Mutafukaz. Oui. Voilà, et c'est incroyable. Cette histoire. Ouais, à l'époque de Tim Schman, j'avais rencontré un mec qui faisait du vinyle, et il s'était spécialisé dans les Godmiché, justement. Et du coup, on s'était rencontrés. Je lui avais demandé s'il était susceptible de faire des machos. Donc il en avait fait quelques-uns, et ensuite je devais bosser avec lui pour faire des designs de Godmiché. Donc j'avais fait plein de trucs un petit peu kaiju, etc. Bon bref, ça n'a jamais vu le jour parce que le mec a dû fermer, tout simplement parce que sa matière n'était pas conforme aux normes européennes. Mais bon voilà, ça a été... donc j'ai quelques exemplaires de mini Godmiché macho. Eh ben c'est parfait. On espère les voir un jour quelque part débarquer. Je me rappelle aussi que tu voulais aborder des histoires de ki Mutafukaz oui, aussi. C'est vrai. Alors ça, les ki Mutafukaz, donc là, on en était où là, à la sortie du tome 2? Ouais, c'est ça. On reprend la sortie du tome 2. D'accord. Sortie du tome 2. Moi, entre-temps, quand j'étais sorti de Tim Schman, j'avais créé donc une association qui s'appelait Semperfi, ouais, au sein de laquelle on faisait du toy design. À l'époque, c'était la grande mode pendant les années 2000, designer toys, tu vois. Et on était vraiment les premiers, du moins les pionniers en France de ce truc-là, parce que la première expo de toy design officielle a eu lieu à Roubaix, en France en tout cas. Et du coup, voilà, nous, on était rentrés en contact avec Raymond Choi de Toy to War, par l'intermédiaire d'un agent japonais qui s'appelait Monsieur Manabu, qui avait repéré Rolito sur Internet et qui voulait le faire bosser. Et quand ils se sont rencontrés, Rolito m'avait proposé de venir avec lui au Japon. Donc bon, bref, et moi j'ai rencontré tout ce monde, ce qui fait que quand je me suis retrouvé à faire la bande dessinée Mutafukaz, au moment de la sortie du tome 2, je me suis dit ça serait con qu'il n'y ait pas des entre guillemets produits dérivés. Donc j'ai contacté Raymond Choi, je lui ai dit ça serait bien qu'on fasse des keys. Donc c'était des keys, c'est-à-dire des petits personnages customisables qui servaient de porte-clés. Tu leur retirais la tête, tu mettais un petit un petit embout de plastique et tu refermais la tête, et en fait ça faisait un porte-clés, tu sais, petit embout de plastique, il y avait une chaîne au bout avec bon bref. Ouais. Et du coup entre-temps, comme j'avais rencontré ma femme qui est hôtesse de l'air, elle m'a dit je pars à Hong Kong, t'as qu'à venir avec moi sur 48 heures, quoi, tu vois. Donc je me rappelle, la semaine je bosse à Ankama, le week-end je pars à Hong Kong, le lundi je reviens, tu vois, à Ankama, dans la ruche d'entreprise là. Ça va, le jet lag Ouais, t'es défoncé, hein. T'es défoncé, mais en tout cas cette fois-là, du coup j'avais mis les pieds dans le plat avec Raymond Choi, donc il m'avait dit viens, on va en parler, tu vois. Enfin en tout cas il m'avait pas dit viens, on va en parler, il m'avait dit ça serait bien qu'on en parle. Et moi, je lui ai mis entre guillemets le truc sous le nez. J'ai dit, écoute, je peux venir à cette date-là. Voilà. Donc, on avait pris rendez-vous à Hong Kong, donc. Et je lui montre les designs que j'avais fait et tout. Il me dit, vas-y, on y va. Donc, on fait une série de designer toys sur Mutafukaz. Donc, mais rien à voir avec Ankama, si tu veux. C'était vraiment moi et lui. Et le deal, entre guillemets, c'était que lui, sur la production, il me payait pas, hein. Il n'y avait pas d'histoire de licence ou de payer ou quoi que ce soit. C'était
Lui, il s'occupait de toute la distribution des toys pour les États-Unis et l'Asie. Et moi, je m'occupais de la distribution européenne. Donc, c'est parti en production. Et du coup, moi, j'ai reçu un bon millier de pièces que j'ai confiées au bon soin d'Ankama parce que c'était les seuls en Europe qui avaient du coup cette possibilité de distribuer. Moi, dans l'histoire, je gagnais rien, entre guillemets. Hein, c'était vraiment pour faire connaître, tu vois, les personnages, etc. Et ils en ont rien fait. Donc, elles sont où? C'est où? Ils sont où? Ah bah, elles sont où si tu veux, en fait, moi, je leur avais dit, comme le tome 2 de Mutafukas sortait le 070707. Encore le 777 qui revient. Là, je me suis dit, il faut absolument marquer le coup. Donc, mon idée, c'était qu'à la Japan Expo, il y ait les keys vraiment à fond de balle et on les propose en exclusivité, etc., etc. La prod n'était même pas faite, ce qui fait qu'il y a eu des variantes color parce qu'il y avait des personnages qui n'étaient pas finis. Donc pour le 070707, il y avait même des variantes color inexistants dans la collection finale. Mais en fait, je sais pas ce qui s'est passé, le message n'a pas été, le mot n'a pas été passé et tout. Moi, j'arrive là sur le stand d'Ankama, il y avait pas les keys, je dis ils sont où et tout. En plus, il est arrivé, je m'en souvenais, hein, on avait réceptionné tu vois les cartons, etc. Carton. Nulle part. Ah bah tu veux les mettre en vente Bah les gars, vous déconnez, on fait tous pataquès pour. En fait, en gros, il y avait que le boss qui était au courant et l'information n'avait pas été transmise. Des soucis de communication alors. Voilà, l'information n'avait pas été transmise, personne n'était au courant. Au final, on en a mis en vente, mais bon, franchement, j'étais un peu dégoûté. Mais bon, au moins ce jour-là, j'ai signé. En plus de ma signature, j'ai mis 070707 à ceux qui sont venus dédicacer leur BD. Mais tout ça pour dire que il y a eu des Key Mutafukaz qui sont sortis, donc en 2007, qui se sont du coup... En plus, c'est dommage parce qu'il y avait des boîtes anglaises avec qui on était en contact, qui auraient voulu en avoir, mais bon, voilà, il n'y avait pas... En fait, si tu veux, l'avantage et l'inconvénient d'Ankama, c'est que tout était très familial, donc si tu veux, il n'y avait personne... C'était un autre délire, quoi, si tu veux. Donc j'aurais peut-être dû tout simplement dire à Raymond Choi, bah écoute, moi je vais en prendre quelques pièces et puis pour la distribution européenne, vois avec les gens avec qui tu bosses habituellement parce que mais bon, moi je pensais quand même que c'était cool d'avoir une exclusivité, donc voilà. Et puis en fait au final les keys se sont retrouvés sur le site Ankama, les gens n'étaient pas forcément au courant. Moi je sais qu'il y avait des collectionneurs de designer toys qui à l'époque les cherchaient partout. Elle ne les trouvait pas et du coup commandées sur les sites asiatiques ou américains, donc c'est un peu con, tu vois. Bon, bref. Et tout ça pour dire quoi que oui. Est-ce que ça existe concrètement, celles qui ont été produites pour la France, elles sont où là? Alors on enregistre. Tu sais où est-ce qu'elles sont? Elles ont été détruites? En vérité, à un moment donné, ça se vendait tellement pas que je suis allé. T'es allé les voler pour la Amazon? Non, je suis allé au stock. Non, justement, je suis allé au stock d'Ankama et j'ai dit écoutez, je les récupère les keys. Ouais. Parce que là, si vous en faites rien, moi je veux que ça circule, etc. Et du coup, je les avais tous mis dans mon coffre de bagnole. Entre-temps, il y a le mec qui avait appelé le service juridique en disant attends, Roland, il vient de partir avec tous les keys et tout. Ils appartiennent à qui? Bah, ils appartiennent à Ankama. Bah non, il dit que ça lui appartient à lui et tout. Il y a eu un micmac et tout. En vérité, ça m'appartenait à moi. Tu vois, mais comme il n'y avait pas eu de contrat qui avait été signé ni rien à l'époque, personne ne pouvait dire. Mais en tout cas, Ankama n'avait pas payé pour la prod ou quoi que ce soit, peu importe. Toujours est-il qu'à un moment donné, elles m'ont dit ouais, mais c'est quand même con. Et du coup, je me suis mis d'accord avec eux. J'ai dit bah écoutez, je veux bien du coup vous les ramener, mais vraiment, on en fait quelque chose. On en fait quelque chose. Et donc je les ai ramenés. Et puis en fait, ça se vendait pas. Puis ils ont fini par aller donner. Faire des opérations spéciales pour dégraisser les stocks. Je sais plus sous quel. Enfin, je sais plus j'ai plus les détails en tête, mais je sais que bon, ça avait été un peu dommage, quoi. Mais bon, encore une fois, je pense que il y avait. Tu sais, quand moi je suis arrivé là-bas, il y avait pas de. Déjà, on était dans une ruche d'entreprise. On venait d'arriver dans les nouveaux locaux ensuite quand les keys sont arrivés. Puis il y avait pas encore une infrastructure solide qui permettait de faire les choses de manière entre guillemets professionnelle. Donc bon, bah c'est tout, c'est comme ça. Voilà, puis après, c'est vrai qu'il n'y a plus grand-chose en termes de produits dérivés qui sont sortis de Mutafukaz parce que je m'en occupais pas particulièrement.
Et puis voilà quoi. C'est des choses qui seront peut-être quand même amenées à changer avec la nouvelle série, ce genre. Je sais pas, parce que les droits dérivés, ils appartiennent encore à Ankama, du premier arc. Ouais. Donc là. Mais pour le deuxième? Pour le deuxième arc, non, ça sera du côté de Rue de Sèvres. Ouais, c'est ça. Plus les personnages sont un peu différents, donc tu risques pas de les confondre avec le premier arc. Mais bon, après, je t'avoue que j'ai un peu fait le deuil de tout ça de toute façon. Ouais. Je sais pas. Pourtant, tu sais, parce que même avec. Enfin, je fais une parenthèse, mais sur la Mother Base, t'as quand même proposé pas mal de. Voilà, des pins, des choses comme ça sur les créations du 619. Et a priori, ça plaît quand même. Alors oui, parce que en fait, quand on a pris notre indépendance en 2019, on s'est mis d'accord avec Toth et on s'est mis d'accord avec le service juridique pour que on puisse, nous, en tant que société, créer des produits dérivés sur les univers qu'on a signés dont les droits ont été cédés en Ankama. Mais par contre, on peut pas faire une licence. C'est-à-dire que moi, demain, il y a Bandai ou Toy to Art qui me dit on voudrait faire des Ki ou Mutafukaz. Je peux pas leur dire bah oui, tenez, on a la licence. La licence appartient toujours à Ankama. Après, c'est technique, je sais pas si ça va intéresser les gens, mais nous, en tout cas, on a la possibilité, nous, en tant que label 619 de la Mother Base, on a la possibilité de faire des produits dérivés sur les projets dont les droits ont été cédés à Ankama. Mais on n'a pas une puissance de feu qui nous permet, par exemple, de faire une gamme de toys ou des trucs comme ça. Donc là, pour l'instant, nous, l'idée, c'était qu'on commence à développer des petites choses, genre des pins, tu vois. Les pins, ça nous arrache pas les bras en termes de production. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu fais de la figurine, les moules, rien que les moules, c'est hors de prix. Ouais. Donc, tu as intérêt d'en vendre derrière des caisses parce que sinon, tu rentabilises pas, ne serait-ce que le moule. Puis après, je te parle même pas de la matière première, de la peinture, du blister, etc. Donc, si tu veux, c'est très compliqué de faire du jouet en France parce que, à moins de savoir que ça va être distribué largement et que tu vas en vendre beaucoup, voilà. Or là, sur la Mother Base, par exemple, c'est moi déjà qui fais les envois et tout. Donc, si combien même si on était sûr d'en vendre 5000, moi, je peux pas faire 5000 colis, si tu veux. J'ai pas le temps. Donc voilà, on reste malgré tout du coup, donc c'est un contrat, voilà, c'est cool, on a la possibilité de faire des produits dérivés, mais c'est clairement pas un axe de développement super important. Ah non, voilà. Non. Très bien. Donc on clôt cette petite parenthèse produits dérivés, mais il y a quand même un point que tu disais, c'est que il y en avait qui étaient envoyés pour le marché asiatique et pour le marché américain, ouais. Mais à l'époque, la BD ne s'était pas exportée, elle était restée en France. Oui, elle était restée en France, ouais. Ouais, mais tu sais, c'était une époque où les designers toys, même s'il n'y avait pas une licence derrière, c'était juste les gens achetaient, j'ai envie de dire, une vision d'artiste entre guillemets. Artiste avec des parenthèses, hein, tu vois. Et donc, ça leur importe, en tout cas dans ce mouvement-là de designer toys, ça leur importait peu qu'il y ait une licence ou une histoire ou une BD derrière. Ils voulaient juste le design pour le design et potentiellement pour le nom de l'artiste qui était derrière. Et moi, j'avais quand même sorti des pièces en Asie et aux États-Unis, encore une fois, par l'intermédiaire de Toy to Art, ce qui fait que mon blaze tournait quand même. Tu vois, mais en tant que designer toys, pas en tant qu'auteur de BD ni rien du tout. Donc du coup, je sais que les Ki Mutafukaz, ils se sont vendus aux États-Unis, ils se sont vendus aussi en Chine. Ouais. Okay. Au moment de la sortie du tome 2, tu avais eu des retours un peu, que ce soit critique ou public, du premier tome. Qu'est-ce que tu te rappelles de sa réception? Je me souviens qu'il y avait une bonne réception. Mais assez vite, je me souviens d'un cas en particulier sur un forum d'un mec qui avait démonté le tome 1. Et je me rappelle encore de son nom, Monsieur Pimpon. Maurice Pimpon. Qui avait dit, en gros, il avait dit c'est du caca en poudre. Oh. Pas trop compris. C'était élégant, je sais pas, je vois pas trop l'analogie. Mais le pire, c'est que quand j'ai lu la critique, je me suis dit, il a un peu raison. Et du coup, j'ai complètement arrêté à partir de ce moment-là de lire les critiques parce que je me suis dit, ça va complètement tu vois, toutes ces barrières mentales que je m'étais obligé de retirer pour pouvoir avancer, je me suis dit, des gens comme ça vont me les remettre, tu vois. Et ça va m'empêcher, je me connais par cœur, ça va m'empêcher d'avancer. Donc je me suis dit, ok, je coupe, mauvaise critique ou bonne critique, je prends rien en considération, je fais ce qui me paraît être ok, ce que j'ai envie de raconter aux gens, ce que je trouve fun, cool et c'est tout.
Ok, très bien. Et donc, une question que j'avais aussi envie de te poser par rapport au tome 2, mais sur Mutafuka de façon plus générale, c'est la question des personnages féminins, parce que c'est quand même une histoire qui est très masculine. Il y a beaucoup de mecs avec des gros muscles et des gros flingues, et ils se tapent dessus, ils se tirent dessus. Il y a très peu de meufs, donc on voit Luna quand même au tout début, qui est quand même le crush d'Angelino, qui va lui provoquer son accident et quelque part qui va un peu démarrer, qui est un peu l'élément, littéralement l'élément perturbateur qui met en branle tout le reste. Dans le tome 2, il y a la chef de clan Samouraï, mais Tanaka, voilà, qui d'ailleurs c'est marrant, j'avais appelé Tanaka avant même de bosser avec Studio 4C et Madame Tanaka. Ah, c'est peut-être comment on appelle ça, les prémonitions, ce genre de choses là. Mais au final, il y en a pas énormément. Alors est-ce que c'est conscient, parce que bon, c'est quand même des choses qui sont un peu plus discutées aujourd'hui qu'il était beaucoup moins il y a 10 ans quand t'as créé la BD. Et c'était pourquoi alors? Tu veux la vérité ou bien le pipeau? Moi je veux la vérité. On est sur First Print, donc on veut la vérité. La vérité, c'est que je savais pas dessiner les meufs. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé la BD, comme je t'ai dit, j'avais déjà beaucoup de lacunes. Et dessiner des filles, moi, si tu veux, là où je m'y retrouvais, c'est qu'en dessinant des gros mecs avec des grosses gueules et tout ça et tout, je trouvais que ça passait. Et en plus, encore une fois, l'univers qui m'inspirait était très masculin, mais pas forcément dans la gloire de la masculinité. L'univers que je décris dans Mutafuka, c'est quand même très toxique. Et l'idée, c'était quand même de plonger 3 petits gars pas armés pour se défendre dans un univers extrêmement toxique. Donc, c'était de facto masculin, tu vois. Et c'est vrai que, justement, pour trancher avec cet univers toxique, et masculin, je me suis dit, Luna, ça peut être justement une espèce d'havre de paix, même pour eux. Mais pas un MacGuffin dégueulasse, tu vois. Juste quelque chose de... qu'on comprenne, si tu veux, quand Angelino la rencontre dans la rue, qu'on comprenne quel est son, entre guillemets, son choc, si tu veux. Après, il n'y a pas que Luna comme personnage féminin, il y a aussi la maman d'Angelino. Qui s'appelle Angela. Mais c'est dans le tome 3 qu'il y aura le flashback. Sur le tome 2. C'est vrai que sur le tome 2, il y a Madame Tanaka. Je crois qu'il y a Lupita qui apparaît aussi. Non, elle apparaît dans le tome. Non, elle apparaît déjà. Ah, ok. Mais en tout cas, l'idée, c'est voilà, je pars d'une tare que j'ai, que je trouve que j'arrive pas à dessiner les filles. Je trouve qu'elles ressemblent à rien. C'est atroce. Donc je me dis, de toute façon, dans ce que je raconte, c'est un univers qui est très masculin, très toxique, donc ça marche, ça me pénalise pas. Et à partir du moment où j'introduis des personnages féminins, là je me dis, tu vois, Luna par exemple, elle est un peu plus cartoon, tu vois. Et puis ensuite Madame Tanaka, je m'inspire un petit peu de l'imagerie geisha. Alors maintenant c'est pareil, je peux me poser des questions sur ce choix en particulier, mais c'est juste parce que je trouvais que graphiquement ça marchait. Je trouve qu'il y a un côté Sin City aussi un petit peu dans cette scène-là quand même, qui est ultra violente, qui fait penser à quand elle est fille justement du côté de la ville perdue qui attaque ceux qui s'y aventurent et qui n'ont pas été invités. Il y a quelque chose d'hyper brutal en fait. C'est vrai, et puis j'aimais bien l'idée que d'ailleurs elle s'appelle pas Madame Tanaka, elle s'appelle Monsieur Tanaka. Non, c'est Monsieur Tanaka, ouais. Et en fait, j'aimais bien cette idée qu'en fait, même les ennemis découvrent qu'en fait, attends, c'est une femme, Monsieur Tanaka, tout simplement parce que si c'était Madame Tanaka, tu vois, il y a aussi ce sous-texte dans Mutafuka, c'est que même elle, pour continuer à garder son entre guillemets son emprise, elle se fait appeler Monsieur. Donc c'est pas pour rien, c'est vraiment qu'on est dans un univers très masculin, et même c'est comment ces soldats entre guillemets, c'est toutes des filles quoi. Et c'est en plus le clan Tanaka qu'on va retrouver à la fin du tome 5, avec lesquels Angelino va travailler. On s'éparpille. Mais ouais, c'était ça. Après, c'est vrai que j'ai conscience que, c'est très peu. Ça passe pas le test de Bechdel, c'est clair et net, quoi. Mais, non. Mais en même temps, moi, j'ai toujours. Pour être un peu provocant, j'ai envie de dire, moi, je peux trouver des films porno qui passent le test. Donc pour moi c'est pas le tu vois ce que je veux dire, pour moi c'est pas la panacée non plus ce truc là.
Néanmoins, encore une fois, en 2007, c'était pas vraiment des choses qui étaient... c'est des choses dont j'étais pas forcément conscient, tu vois. Maintenant, c'est vrai que je suis un peu plus sensibilisé à la question et je fais attention. Et c'est pas pour rien non plus que j'ai fait l'Obaloka, par exemple. Mais oui, effectivement, de toute façon, je vais pas le nier. Mutafukaz, c'est un univers très très masculin, mais aussi qui est masculin pour des raisons évidentes parce que j'y dénonce aussi la masculinité masculine. Toxique, masculinité toxique, quoi. Tu vois, et Vincent Gino et Willy, qui sont les personnages principaux, on peut pas dire que ce soit des modèles de virilité, tu vois ce que je veux dire? Non, et puis, même Willy est complètement lâche, ils ont souvent, ils ont souvent peur, enfin, c'est clair que alors, t'as ce côté un peu sauveur d'Angelino qui, par un moment, comme un Hulk se transforme un petit peu sous l'effet de vives émotions, mais la plupart du temps c'est plutôt quelqu'un qui aura tendance à se faire bolosser et d'ailleurs quand il se transforme comme ça c'est plutôt négatif, parce qu'après il est pas forcément content des actions qu'il a faites, parce que ça devient un meurtrier aussi. Mais après c'est vrai, bon, on va dire que Mutafukaz n'est pas forcément une œuvre ultra morale, je pense. Et voilà, parce que là j'ai encore feuilleté le tome 2 au moment d'enregistrer ce podcast, mais ça tire dans tous les sens, ça s'échange des pinces, ça coupe des têtes à coups de sabre, les luchadors aussi, ils se mettent des bourre-pifs dans la gueule. C'est la question de la violence. Est-ce que pour toi il y a des limites en fait dans ce que tu peux montrer, parce qu'après tu fais pas, il y a des titres beaucoup plus graphiques qui existent, tu vois, mais il y a quand même je pense que tu as un rapport assez fun avec ça quand même, parce que ça reste fun, mais oui. Après, j'allais rebondir aussi sur un truc, c'est que on va dire les méchants entre guillemets s'appellent pas non plus macho pour rien, tu vois. Donc il y a ça aussi dans Mutafukaz. Après, concernant la violence, c'est une violence décomplexée, mais encore une fois, elle est assez, je vais pas dire cartoon, mais oui, il y a des choses que je m'interdis et il y a des choses qui pour moi seraient pas même. C'est toujours, j'en avais parlé dans le podcast de Doggy Bags, mais les enfants, par exemple, j'ai pas envie de déconner avec ça. Mais après, pour moi, cette violence, elle est complètement exutoire et traitée de manière assez. Enfin, tu vois, je prends quand même beaucoup de recul. Même à un moment donné, dans la BD, il y a un mec qui se fait décapiter, sa tête continue de parler, tu vois. Donc il y a un côté presque grotesque, tu vois, où je rapproche plus la violence d'un Evil Dead. Peut-être d'un Tarantino que d'un Hostel ou ce genre de délire, tu vois. Donc voilà, mais encore une fois, c'est aussi des envies du moment, tu vois. Il y a, par exemple, dans l'arc 2, quoique non, c'est aussi très violent des fois. De ce que j'ai feuilleté alors on enregistre le podcast, j'ai pas encore pu le dire, mais je pense je pense que ça fait partie de mon ADN, et je pense aussi que ça fait partie. C'est un côté exutoire. En plus, moi, je suis pas violent dans la vraie vie, si tu veux. Faut pas me faire chier quand même, mais je pense que c'est tout ce cortège fantasmatique que je traîne depuis mon enfance, ou quand j'étais enfant. Tu vois, je regardais des films qui n'étaient pas du tout destinés à mon âge et qui me choquaient profondément. Ça me choquait, et je pense qu'il m'en reste quelque chose. Hein. Tu vois, quand t'as 10 ans et que tu regardes House ou ne serait-ce que, je sais pas, Rambo 2 ou Commando, tu vois, est-ce que c'est fait pour ton âge? Non. Et ouais, je perpétue ce trauma, en fait. D'accord. Allonge-toi, on va pouvoir en parler. Mais ceci dit, moi, souvent, quand il y a des mecs qui me disent « Ouais, mon enfant, il adore et tout », je lui dis toujours « Ouais, c'est quand même violent, hein, tu vois ». Mais après, des fois, c'est particulier. La fois dernière, je sais qu'il y avait un lecteur, il me dit « Ouais, moi, mon gosse, il a 6 ans, je le mets devant Walking Dead, hein, il sait que c'est faux, hein, il rigole bien, on rigole bien à deux et tout ». Mec, c'est quand même des morts vivants qui se bouffent les cerveaux et tout ça. Non, mais après, c'est... ouf. Mais je vais pas lui dire ça, le mec qui vient se faire une dédicace, je vais pas lui dire que c'est un ouf, mais tu pourrais, non, mais après c'est aussi même par rapport à ce genre, mais c'est pour ça aussi que, je sais que, et je crois ça en tout cas, qu'il y a une partie du public de Mutafukaz qui a pas forcément en fait
compris les messages et compris par exemple que tu dénonces quand même une forme de toxicité dans tes personnages masculins et qui sont plus là, tu sais, c'est un peu pour moi, c'est toujours une parenthèse aussi, mais comme les gens qui comprennent pas que le Punisher c'est pas un héros en fait, tu vois, et qui se disent bah vas-y la violence c'est cool, et puis voilà, bah Ron la belle 119 c'est de la BD de bonhomme quoi, tu vois, avec des muscles et des flingues. Mais en même temps il y a une dualité néanmoins, c'est-à-dire que j'aime bien quand même, tu vois, c'est ça qui est particulier, c'est-à-dire qu'à la fois je dénonce mais en même temps j'aime bien. Ça fait partie de moi-même, si tu veux. C'est-à-dire que... Mais en règle générale, de toute façon, je suis quelqu'un qui est assez paradoxal. Je veux pas faire le Dark Kitsune, le Dark Sasuke. mais tu vois, ouais, c'est assez particulier. Je saurais pas t'expliquer. Moi, je sais qu'une fois sur le taf de Blackie, sur PTSD, il y avait quelqu'un pareil qui avait dit ouais c'est vraiment super et tout, et le mec était gêné aux entournures par le fait que c'était quand même violent, c'était censé dénoncer la violence tout en étant violent et ça le gênait. Je comprends cette critique, mais il faut savoir aussi que qu'on est aussi des auteurs et qu'on a aussi nos propres, tu vois, ou obsessions ou faiblesses ou maladresses même parfois. Et puis des fois, on a aussi envie de se faire plaisir avec des trucs bas du front. Puis en même temps, on a aussi envie d'apporter une forme de réflexion sur certains autres aspects. Donc ouais, non, moi de toute façon, j'assume le truc. Hein, ouais, effectivement, ça peut être très violent gratuitement et peut-être même parfois borderline, tout en véhiculant certains messages. Et peut-être même qu'il y a des messages qui sont véhiculés, qui sont mal compris ou compris de travers, ou peut-être même à l'inverse de ce que je voudrais. C'est possible. Très bien. Et à l'époque, quand tu fais Mutafukaz tome 2, donc tu dis en un an, grosso modo, c'est voilà, tu peux faire un tome de plus d'une centaine de pages en une bonne année. L'histoire, elle change. Est-ce qu'il y a des modifications que tu apportes? Est-ce que tu sais déjà que tu vas faire plus que 3 tomes? Ou est-ce que pour l'instant, le projet, c'est toujours d'en faire 3? Est-ce qu'il y a des choses qui sont rajoutées ou modifiées? À ce moment-là, j'ai toujours l'envie d'en faire 3, et c'est pendant la production du 3e que je me rends compte que ça n'a pas rentré en 3. D'accord. Mais entre-temps, à la sortie du tome 0, donc le 07... En tome 0, ouais. Le 07, à la sortie du tome 2, par contre, le 07. Ouais. Donc voilà, le tome 2 sort, et là, moi, je suis embarqué sur la pré-prod de Wakfu, saison 1. Et là, je me dis, ok, là, c'est dommage parce qu'on est sur une bonne dynamique. Ça va quand même me freiner. Donc, je rencontre Bicargo, qui a un style super old school. Il n'a pas de boulot. Il essaye de voir ce qu'il pourrait faire. Tu le rencontres comment? Chez Ankama. C'était le pote d'Ancestral Z, qui était un des premiers salariés d'Ankama. Donc, je le rencontre par son intermédiaire. Et puis, je vois un peu ce qu'il fait. Puis, je vois qu'il a un style super rétro, très, tu vois, vieille bagnole, années 40-50, etc. Et moi, j'ai assez vite, dans la genèse de Mutafukaz, j'avais commencé déjà à faire des dessins de ce qui avait pu se passer lors de la Deuxième Guerre mondiale, vis-à-vis des machos, etc., etc. Donc, je lui demande si ça pourrait l'intéresser. Il me dit ouais, carrément. Puis je me dis, écoute, ça peut être pas mal. J'ai écrit le scénario, comme ça, l'année que je vais passer peut-être sur la pré-prod de Wakfu, au moins il y aura un tome de Mutafukaz qui sortira. Alors certes, ça sera pas la suite. Malheureusement, en plus, j'avais laissé tout le monde sur un cliffhanger. Mais en tout cas, il se passera quelque chose. Avec le recul, je me dis que j'aurais dû dire je préfère me concentrer sur Mutafukaz, tu vois. Mais bon. Pourquoi tu l'aimes pas, ce tome 0? Ah non, je l'adore. Mais je veux dire, par rapport tu sais, des séries, c'est quand même compliqué quand il se passe plus d'un an ou d'un an et demi entre 2 tomes. Les gens parfois décrochent ou sont plus aussi au taquet pour la suite. Tu vois, ils sont un peu trop habitués au rythme de parution des mangas et des comics. Donc c'est un petit peu difficile après d'aller les repêcher. Donc là, je propose le tome 0, et puis je me dis au moins, voilà, j'écris le scénar, l'univers continue de s'épaissir, et puis je pourrais intervenir dedans en faisant les scènes d'action sur lesquelles Bicargo était pas super à l'aise, quoi. Et alors justement, t'as dû faire beaucoup de recherches aussi, j'imagine, sur tout l'imaginaire de ces des nazis qui vont sur la Lune. Alors moins que ce que je fais maintenant. Maintenant, je suis devenu vraiment taré avec les recherches au préalable, tout simplement parce que ça dépend aussi de la thématique. Hein. Là, dans Mutafukaz, on est quand même dans un délire un peu décomplexé, hein, comme tu le disais juste avant, c'est un peu des bourre-pifs, des tirs à la mitraillette et tout. Donc, je suis moins bloqué sur ce que j'ai envie de raconter.
Et puis en plus, sur la Seconde Guerre mondiale, je me rends compte assez vite qu'il y a des questions que je vais pas pouvoir développer parce que là, ça serait extrêmement glissant. Donc je suis un peu gêné avec ça, mais je garde le côté, on va dire, très Indiana Jones du délire, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que c'est les nazis, c'est les méchants, et puis on va pas trop rentrer dans les détails de l'histoire parce que sinon ça va être très compliqué. Donc voilà, et pourquoi et donc ce tome 0 sort même avant Iron Sky. Et d'ailleurs, c'est vrai que quand Iron Sky est sorti, je me suis dit, merde. Mais ça se retrouve, de toute façon, il y a d'autres, parce que même, faudra le redire dans l'épisode qui sera consacré à MFK2, mais t'as dit qu'il y avait une scène de casino, et quand le film de Zack Snyder, Army of the Dead, est sorti, tu te dis, putain, merde, j'ai la même chose, sauf que là, du coup, t'étais dans le rapport inverse, parce que, bon, toi, ta scène était déjà préparée, mais d'un point de vue temporel, on pourrait te dire, ouais, bah, vas-y, t'as copié sur le film de Zack Snyder. Et Dieu sait que t'as pas envie de te mettre le fandom de Zack Snyder à dos en 2022, tu vois. Non. Mais voilà, mais du coup, là, t'avais l'inverse, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a le Mutafuka tome 0 qui sort, et puis 4 ans plus tard, il y a un film avec quand même le même délire imaginaire dessus. Et en plus, le souci avec le film de Zack Snyder, de Zack Snyder et la série qui va sortir là en anime, c'est que moi, mon tome 1, il sort le 26 janvier, mais le truc en question, il est dans le tome 2. Ah oui, d'accord, donc ils ont encore plus tard, ouais, d'accord. Ouais. Tu vois, donc, bon, bref, toujours est-il que oui, mais je pense aussi que c'est, comme je te disais, par rapport à Iron Sky, ça vient pas de nulle part. C'est que vraiment, dans l'ufologie américaine, il y a toute une partie qui est concentrée sur les Américains, sur les Allemands qui seraient peut-être allés sur la Lune avant les Américains, avec les premières soucoupes volantes supposément allemandes, etc., etc. Donc ça fait partie aussi de l'imaginaire ufologique général. Et donc que le fait que les nazis se soient retranchés sur la Lune, bon, moi c'est pas le cas, ils sont pas retranchés sur la Lune, mais ils vont sur la Lune avant les Américains. C'est un truc qui est déjà dans le folklore habituel. Donc l'idée c'était de le traiter au travers de Mutafukaz. Et d'introduire d'ailleurs les luchadores pour voir un petit peu quel rôle ils avaient et qu'on comprenne qu'en fait c'est développer la mythologie de cet univers. C'est une lignée, c'est une génération de luchadores et c'est pas juste, ils popent pas juste comme ça dans le tome 1, ils sont là déjà depuis très longtemps en fait. Ça prend du temps de vraiment d'un coup t'attarder en fait sur cette partie d'un univers que t'avais pas forcément pensé à développer, qui se retrouve quand même dans un album assez épais. Alors que ça aurait pu très bien rester dans un coin de ta tête juste pour toi, c'était clair. Mais là, quelque part, t'as aussi la possibilité de clarifier ton univers à ton lecteur. Ouais, mais la vérité, encore une fois, elle est beaucoup plus pragmatique. C'est juste que tu voulais sortir du Mutafukaz. Je voulais sortir du Mutafukaz et je voulais donner du taf à un mec que je venais de rencontrer et qui me paraissait avoir du talent et dont personne ne lui donnait d'opportunité en fait. C'est vraiment ça, en vérité. Okay. Et encore une fois, je te dis, j'allais même plus lire les critiques ni rien, donc tu vois, je sais même pas ce que les gens en pensaient ou quoi que ce soit, quoi. Alors l'effet des pages 3D pour s'amuser encore. Parce que je trouvais que ça s'y prêtait, c'est-à-dire que on était, tu vois, c'est les années, tu vois, c'est les années 45-50, tu vois, et à cette époque-là déjà. Aux États-Unis, il y avait des séances 3D avec les lunettes 3D anaglyphes, donc vert et rouge, parfois bleu et rouge, mais là pour nous, pour le coup, c'était vert et rouge. Et je trouvais ça vraiment cool dans l'idée de proposer ça je trouvais que c'était cohérent avec la thématique, quoi. Parce que moi, je te le dis en tant que lecteur, je crois que j'ai commencé vraiment à Mutafukaz parce que j'ai découvert le tome 0 à la médiathèque, et moi, j'avais, je sais pas, 14 ans, je pense. Ça m'a rendu ouf d'avoir une BD avec des lunettes et tu voyais les trucs en 3D. Sur un public ado, cool. Pour le coup, ça fonctionnait du tonnerre, quoi. Donc c'est d'ailleurs c'est quelque chose que tu reproduiras plus tard dans la série aussi, 4, et qui justement manque même peut-être à l'intégrale, mais après j'imagine qu'en termes de fab et de c'est très cher. C'est des coûts et que tu pouvais pas te permettre de faire à chaque fois. On pouvait se permettre avec Ankama parce que justement c'est qu'ils t'ont jamais dit stop en fait aussi. Je te coupe, mais ils t'ont jamais dit stop pour ce genre d'expérimentation, parce que bon, tu changeais du papier tous les 16 feuillets, mais le tome 0, il y a un dossier sur le tome 0. Ah bah voilà, c'est ça. Putain, je m'en souvenais plus. En fait, le tome 0, mec, oh là là, ouais. Le tome 0, il a été mis au pilon.
tout simplement parce que j'avais envoyé... Enfin, c'était assez compliqué. C'est-à-dire qu'on était dans une période dans Kama Edition où d'un coup on se retrouvait en sous-effectif complet. On n'avait plus de chef de fab. La chef de fab venait de partir. Il n'y avait plus personne qui s'occupait de quoi que ce soit. Et on était genre en 3 et il fallait gérer tout. Et gérer tout, ça veut dire tu commandes les 7 tonnes de papier de tel type, etc., etc. Et ce qui fait que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais on a envoyé les fichiers non corrigés à l'imprimeur. Ouch. Ouais. Quand je dis on a, c'est G. Hein. Donc. C'est-à-dire qu'il y avait des fautes alors, il y avait des planches pas finies, sinon. Fautes d'orthographe et tout le bordel, ouais. Avec les lunettes 3D et tout. Et t'imagines le délire? Donc, comment ça s'est passé? Donc, le truc est imprimé et tout. Et là, moi, j'ouvre le bouquin. Il n'est pas encore mis en magasin et je vois que c'est des versions non corrigées. Donc, il y a eu une inversion dans les fichiers. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais on était tous à notre seuil de saturation plus et du coup, à notre niveau d'incompétence. C'est-à-dire que tu peux pas tout gérer, enfin c'est impossible, tu vois, à un moment donné, tu peux pas faire à la fois la BD, les dialogues, envoyer en correction, récupérer les fichiers corrigés, pendant ce temps-là commander le papier, ensuite veiller à ce que... Enfin, c'est juste impossible. Donc ouais, ça a merdé comme ça, et quand je me suis rendu compte, putain, j'ai appelé Tot, un des coups de fil les plus difficiles de ma life. J'ai dit putain. Ah, t'as dû dire au patron, on a merdé le tirage. J'ai dit j'ai merdé total. Je t'explique l'histoire et tout. Et donc il me fait ouais ça fait chier et tout. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit écoute je voudrais le réimprimer. Donc il me fait ouais tu fais chier mais c'est tout. On réimprime. Et je me rappelle qu'il y a eu cette phrase. Il m'a dit je préfère les gens qui font des erreurs que les gens qui font rien et du coup qui feront jamais d'erreur. Mais quand même, du coup, je l'avais mauvaise parce que je me dis putain là j'ai merdé complet. C'est la première fois que là j'ai senti que j'avais atteint mon seuil d'incompétence. Et donc j'ai dit à Tot écoute moi pour récupérer le truc c'est qu'au lieu de le faire 14,90 on va le faire 1 euro plus cher je crois 15,90 et je prends pas de droit d'auteur jusqu'à ce qu'on ait récupéré ce qu'on a perdu avec la première impression et le pilonnage. Voilà. Donc ils ont quand même récupéré les lunettes 3D. Ouais, qu'ils pouvaient, ouais. Parce que les lunettes 3D, ça coûte presque le prix du bouquin. Ah ouais, putain, ça c'est un dossier. Hein. Ça c'est une grosse tâche sur mon CV. Mais tu vois, Tot, franchement, il a été super compréhensif. Il aurait pu dire, mec, ça sort comme ça, puis tu dégages, je veux plus te voir. Il aurait pu faire ça, tu vois. Bon, après, ça aurait pas été possible de le sortir Enfin, vous seriez fait allumer. Parce que tu sais, maintenant, parfois, il y a des éditeurs qui se font allumer pour 3 fautes sur un album. Donc, si tu sors l'impression non corrigée, c'est. Ouais, c'est tendu. Mais alors, en termes on va dire, de reliques, est-ce qu'il en reste des exemplaires? Normalement, il en reste pas. Non, t'en as même pas gardé un pour toi en disant ça. Mais t'es fou. Je sais pas, tu dis, c'est collector. Non, pour moi, c'était. Tu le gardes en stigmate. Moi, je m'en suis rendu malade. Et puis, en plus, je me dis, moi, si tu veux, putain, on me fait confiance. Carte blanche. Mais en même temps, c'était, encore une fois, bon, je veux pas. Je veux dire, c'est ma responsabilité. Mais on était vraiment dans des conditions de travail extrêmement difficiles. Là, vraiment. Tu vois, on attendait vraiment un nouveau chef de fab qui venait pas. Je vois pas comment ça aurait pu se passer autrement, quoi, tu vois. Ouais, il aurait pas pu y avoir enfin, c'était compliqué de pas faire d'erreur par rapport au rythme que vous aviez, tout ça, ça aurait été compliqué. On aurait pu, mais il y a eu une erreur, en fait. Voilà. Ok. Il va se passer quand même 2 ans ensuite entre la sortie du tome 0 et du tome 3. C'est quand même beaucoup, j'imagine, surtout que tu voulais... Alors, tu travaillais sur Wakfu, tu avais une charge de travail impressionnante parce que à côté, tu avais tout le label 619 qui se montait aussi, d'autres projets. Puis, après, j'ai plus tous les détails, mais tu avais commencé à dessiner aussi maintenant pour Doggy Bags Day 2009. Ouais, alors en fait, c'est ça, de la même manière où je te dis qu'il y a eu cette erreur avec le tome 0, c'est-à-dire qu'à la fois on se professionnalisait, mais à la fois aussi on n'avait pas forcément les effectifs qui correspondaient aux ambitions. Donc à un moment donné, je suis devenu
encore plus couteau suisse. C'est-à-dire que on lançait le label 619, donc il fallait quand même suivre. Parfois, gérer les projets avec les auteurs, c'est très chronophage, mais en plus, il y avait plein d'autres choses qui se mettaient en route. Et même le début du film. C'était là, c'est à ce moment-là aussi déjà que le projet se met en route. Ouais. Déjà à ce moment-là, donc déjà les premières conversations, les premières discussions, donc ça fera l'objet d'autres épisodes. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, ouais, c'était à ce moment-là. Et puis, moi, je lance Doggy Bags à cette période. Donc, je fais une histoire dans Doggy Bags pour lancer la machine. Et puis ouais, il y a plein d'autres projets, il y a plein de problèmes qui s'accumulent. Là, je me rends compte que ça va être très difficile d'assurer. Et même, je vais te dire, pendant la prod du tome 3, Todd avait l'ambition de faire de relancer le catch en France, tu vois, au travers de vrais shows et tout, des trucs vraiment très clean. Donc, il avait rencontré toute une équipe de gens très motivés, etc. Mais à un moment donné, il m'a confié la mission pour que je la mène à bien. Mais c'est un taf colossal. Ouais. Créer les personnages, créer les costumes, etc. etc. Donc ça a été aussi un gros boulot. Et je me rappelle que pendant que je terminais le tome 3, c'était à la période de Noël. En dessous, il y avait le pilote du catch qui était en train d'être tourné. En tout cas, les présentations des personnages, etc. Et moi, si tu veux, je faisais l'aller-retour entre mon bureau et les validations du truc et tout. Si bien qu'à un moment donné, j'étais tellement débordé et j'avais une deadline qui approchait, que j'ai demandé à Florent Maudou de venir m'aider sur les décors du tome 3, sur la toute dernière scène avec l'attaque de la Mara Salvatruccia là, qui attaque les Russes. Il y a quelques pages où c'est Florent qui a fait les décors. D'accord. Pendant cette période avec les catcheurs et tout. Il est venu 5 jours à Lille et puis il m'a aidé, tu vois. Il m'a aidé parce qu'il voyait que là, j'allais pas m'en sortir en fait. Donc là, ça a été le début des difficultés, je dirais. C'est-à-dire qu'il y avait un peu trop de choses. Il y avait un peu trop de choses à gérer. Alors j'aurais très bien pu dire aussi, vas-y, je me concentre uniquement sur ma bande dessinée. Mais je pouvais pas, cette mission de truc de catch ICWA qu'on m'avait confié, je pouvais pas dire non. Toujours pour cette histoire de je suis salarié de Ankama. Ça m'embêtait, puis j'avais envie, je me dis, il y a moyen de faire un truc cool, tu vois, et puis j'ai pas envie de décevoir mon patron, et puis en même temps, les mecs, moi je les rencontre, ils ont l'air motivés, puis ils comptent sur moi, et puis j'ai des premières idées, je donne mes premières idées, tout le monde est à fond, donc je dis, bon, je vais continuer. Donc on s'était un peu partagé les tâches avec Tony aussi, Tony avec qui je continue à bosser sur le label 619, qui avait fait aussi quelques costumes, Jonathan Garnier, etc. Mais si tu veux, c'est un gros projet, tu vois. Bon, puis au final, les résultats n'avaient pas été à la hauteur, donc ça n'a jamais abouti. Mais moi, si tu veux, ça m'a bouffé quasi 1 an, tu vois. Alors j'étais pas que dessus, hein. Mais tu vois, quand tu crées les personnages aussi, après, il faut veiller à ce que les costumes soient bien. Donc, tu vois, tu as des allers-retours avec des ateliers de confection. Ah bah non, le masque, il est trop comme ci. Bah non, il est pas comme ça. Bah, refaites-moi un dessin. Bah, en fait, tu vois, c'est un vrai job, tu vois. Et moi, j'avais ça en plus de Doggy Bags, du label 619, de gérer des auteurs, tu vois, de faire ma BD. Tu vois, donc, et d'avoir les premières conversations avec le studio 4C pour le film. Ok. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu autant de temps. Et puis c'est aussi le tome où tu disais précédemment où c'est là que tu t'es rendu compte que l'histoire n'allait pas s'achever au 3e tome. Contrairement à tes envies de faire une trilogie, c'est là que tu te dis en fait je vais pas avoir la place. C'est un tome qui est important, le tome 3, c'est notamment là où tu as la révélation quand même sur les origines d'Angelino. T'as de nouveaux personnages qui apparaissent aussi. T'as la trahison au sein des Luchadores aussi. T'as Lupita qui apparaît du coup. C'est dans le tome 3, pas le tome 4 du coup. Lupita, je suis pas sûr qu'on s'entende sur le personnage. Parce que Lupita, c'est une chauffeuse de taxi. Ouais, qui la dépose, ouais. Et elle se fait arnaquer. Elle se fait arnaquer. C'est dans le tome. Ouais, t'as raison, c'est dans le tome 3. Elle n'a pas vraiment un gros rôle, hein, Lupita. Non, pas pour l'instant. Mais voilà, enfin, t'as quand même pas mal de choses qui se passent. Tu varies encore plus les styles graphiques.
Je sais pas si les cases des journaux télévisés, c'est les repris du Dark Knight Returns de Miller, un petit peu, ou pas du tout. Bien sûr, c'est des réminiscences, je pense, à la fois de. Déjà, j'ai l'impression, par exemple, tous les trucs de Starship Troopers, tu sais. Aussi, ouais, bien sûr. Ils vont en savoir plus et tout. Déjà, c'est déjà issu, j'ai l'impression, de Liberty de Miller, tu vois. Quand tu vois les pubs de la PAX dans Liberty, t'as l'impression de voir les pubs de militaires dans Starship Troopers. Donc, tout ça, ça faisait effectivement partie de mes références. Et plus ou moins digéré, hein, tu vois, c'est-à-dire que je me suis pas dit tiens je vais faire comme Miller, mais je me dis narrativement c'est intéressant de placer ça comme ça. Et là c'est pareil, même Blackie il a participé. Blackie m'a fait quelques écrans, il m'a fait 2-3 bricoles aussi parce que débordé comme j'étais. Alors Blackie à ce moment-là il était en stage chez Ankama, c'était son deuxième stage je crois, puis j'avais dit putain mec, il voyait que j'y arrivais pas, hein. Il voyait que je faisais des allers-retours et tout pour le projet ICW de catch et tout. Donc il m'a donné un coup de main. Heureusement qu'ils étaient là les mecs parce que c'était un soutien à ce moment-là quoi, tu vois. C'est peut-être quelque chose aussi qui devient peut-être de plus en plus important, c'est ton rapport au réel aussi dans la BD, c'est-à-dire que même si t'abordais déjà les guerres des gangs dès le départ hein, de l'aventure, t'as quand même justement cet affrontement entre gangs où la police intervient, où tu parle quand même vachement plus frontalement des violences policières et du racisme, enfin où t'as même des personnages de flics qui utilisent le mot haine et qui sont vraiment, qui sont super vénères sur ces questions-là raciales. Et je sais pas si pareil c'était quelque chose qui arrive aussi parce que t'avais plus conscience t'avais fait plus de recherches, t'avais plus conscience de ce monde en fait que tu dépeignais, et où au final tu pouvais pas non plus faire que de la violence fun tarantinesque, mais que quelque part tu commences aussi à montrer malgré tout des situations bien réelles. Ouais, il y a de ça, mais il y a aussi l'idée déjà que je vais devoir. Il va falloir que tous ces gens-là s'unissent contre l'envahisseur. Donc l'idée, c'est aussi de montrer à quel point ils sont divisés. Donc tu vois, c'est aussi narrativement important de montrer qu'il y a des problématiques internes au groupe humain, entre guillemets. Donc forcément, ça passe là par le réel. Hein, tu vois, je vais pas inventer des problèmes inexistants. Los Angeles, c'est quand même une ville qui a énormément souffert du racisme. Et qui continue d'en souffrir aujourd'hui, tu vois. Moi, je sais qu'Elisabeth, quand j'étais à Los Angeles, elle avait un pote à elle avec qui on passait des bonnes soirées, qui était d'ailleurs en classe avec le chanteur des Beastie Boys. Et ce gars-là, en fait, il y avait une peine planchée au cul. S'il se faisait gauler avec ne serait-ce qu'un bédo, il partait au trou pendant je sais plus combien de temps, c'était un truc de fou quoi. Et elle disait mais il va se faire gauler parce que voilà. Et elle me parlait de Los Angeles, elle me parlait des flics, comment ça fonctionnait, etc., parce que nous ici les flics, je trouvais que, en tout cas par rapport à ce qu'elle me racontait, je trouvais que c'était bien cool quoi. Et elle me disait non mais là pour faire le nettoyage dans le Skid Row, donc là où elle habitait, c'est ils font tomber, quoique la fois dernière sur Twitter j'ai vu une vidéo comme ça aussi en France, il faut tomber un petit sachet. C'est à toi ça? Non, c'est pas moi. Si, c'est à toi. Et puis ils embarquent le mec, et puis voilà, hop, un mec en prison, c'est un mec en moins dans les rues. Et elle m'expliquait, la police à Los Angeles fait ça. Donc, je suis pas dans la dénonciation, moi, à ce moment-là, mais je suis plutôt dans ma narration, il faut que je montre qu'il y a des dissensions au sein du groupe humain, et que ces dissensions-là, à ce moment-là, tous ces détails me reviennent en tête. Aussi, ce qui s'est passé à Los Angeles en 92, les émeutes raciales, machin et tout. Et là, je mets tout en je mets tout en scène de manière à ce qu'on comprenne que tous ces gens-là ne sont pas faits a priori pour s'unir et vont devoir s'unir quand même, quoi. D'accord. Une question que je n'avais pas forcément posée avant sur le design des machos qu'on apercevait quand même un petit peu avant, mais même depuis le départ, il y avait les ombres de chauve-souris. Du coup, Batman ou pas dans le design? Non, c'est après coup que c'est venu Batman. En fait, en vérité, dans les premiers croquis que je t'ai montrés, les extraterrestres, ils ressemblaient plus à un mélange entre un fantôme de Pac-Man avec 2 yeux sur le dessus. 2 yeux un peu tentaculaires sur le dessus. Et une bouche, d'ailleurs, qui s'ouvre un peu, voilà. Et puis, en fait, c'est en synthétisant de plus en plus. Et je me rappelle, mon pote de l'époque, Rolito, m'avait dit « Ah, il marche bien comme ça. » Et puis, je m'étais dit « Ouais, c'est vrai qu'il marche bien comme ça. » Puis, je les ai gardés, en fait. Donc non, je pensais pas à Batman. Par contre, Batman, ça m'est revenu quand, dans le film, à un moment donné, quand Angelino essaye de les décrire, et dit ah putain, et il essaie de trouver les mots,
Et puis même moi, j'essayais de trouver les mots, puis je dis, bon, en fait, ça ressemble à un Batman, en fait. Et il dit ça. Et ce qui est marrant, c'est que dans la tribu des 10 plombes, là, dont je te parlais tout à l'heure, dans le podcast précédent, avec la nouvelle de Stephen King, les extraterrestres, en plus, ils les appellent les Batman, déjà, parce qu'ils ont des têtes de chauve-souris. Donc, bon, voilà, c'est une espèce de... Quelque part, tout est lié. On va pas être complotiste, mais oui, tout est lié. Un peu complotiste ici, quand même, tout est lié. T'as senti aussi que tu t'améliorais dans ton style graphique? Ouais, et tu sais, c'est un truc marrant aussi, c'est que je sentais aussi... Bon, ce manque de temps faisait que j'étais vraiment en stress et j'avais demandé aussi un coup de main à Simon Trousselier, déjà. Simon Hutt. Je lui avais dit... T'as dit son nom de famille. Moi, je pensais que c'était T. Du coup. T. Oui, c'était Mr. Simon Hutt T. Et je lui ai dit, mec, tu peux m'aider pour le storyboard parce que non, c'était pas le storyboard, c'était plutôt l'espèce de comment le layout, pré-ancrage, quasiment le layout, quoi. Tu vois, parce que des fois, je trouvais que j'étais un peu faiblard sur certaines poses et tout. Et puis le fait qu'il mène un peu là-dessus, sur certaines scènes, ça m'a décoincé. Parce que je me suis dit, bah vas-y, putain, je vais le faire. Donc il y a un petit déclic aussi qui s'est opéré à ce niveau-là. Le fait aussi d'avoir un petit coup de main, ça m'a, je sais pas comment expliquer, mais ça m'a enlevé un petit peu de pression sur la BD en tout cas. Et je me suis dit, allez, faut avancer. Donc voilà, mais oui, je pense, oui, à ce moment-là, je sens que j'ai évolué, mais aussi parce que je suis bien entouré. C'est toi qui fais les couleurs. Ouais. Parce qu'il y a quand même, il y a le côté vraiment très, très numérique, hein, du coup, quand même, c'est des couleurs qui sont numérisées, mais t'as quand même, tout un travail sur les ombres, sur les dégradés qui amène en fait à certains passages, en tout cas, un côté beaucoup plus photoréaliste, même si t'as un style qui reste assez très cartoon, où les corps sont très déformés, donc t'as été jamais dans le réaliste, mais t'es quand même dans une approche un peu plus photoréaliste là-dessus. J'essaye de mettre la barre un peu plus haut à chaque fois, si tu veux. Parce que je me dis, encore une fois, conscient de mes lacunes, je me dis, ok, allez, il faut que je tire le projet quand même vers le haut. Et je me sens, par exemple, plus à l'aise dans la couleur que dans le dessin. Donc du coup, parfois, quand je faisais les dessins, je me disais, ah putain, ce personnage est pas fou, mais par la lumière et la couleur, je vais réussir à faire que c'est ok, tu vois. Donc, c'est comme ça que je procède. Et vraiment, en termes d'un point de vue technique, il y a quelque chose. Toi, tu faisais tout en numérique alors? Mais c'est-à-dire que par exemple, tu vois, moi j'ai des planches là où tu travailles de façon beaucoup plus allégée. En plus, tu fais pas de contours à tes cases, par exemple. Tu les sépares juste par des aplats de couleurs. Par rapport à justement quand tu dessines que en noir et blanc, d'un point de vue, alors qu'en plus c'est imprimé sur des papiers différents. Mais toi, dans le dessin, est-ce que ça change ta façon de faire parce que t'adaptes, parce que c'est pas complètement le même style graphique, tu vois. Donc c'est. Ouais, j'adapte. Quand je dois faire de la colo, il y a plein de choses, il y a plein de trucs sur lesquels je me dis je rattraperai ça à la colo. Quand je le fais en noir et blanc. Du coup, je suis obligé de travailler un peu plus mon ancrage, mais je me sens plutôt à l'aise, donc ça me dérange moins. Et puis ensuite, quand je fais des trucs un peu plus graphiques, je me permets des expérimentations où je peux être un peu plus lacunaire, c'est pas grave, vu que c'est le style qui va l'emporter au final. Donc, c'est un petit peu des arrangements que je fais avec moi-même, si tu veux, de manière à pouvoir avancer sans pour autant, encore une fois, comme je dis, être écrasé par le poids de mes propres limites. Et aussi par tout simplement le surmenage qui me guette, si tu veux. Donc je sais aussi que j'ai besoin de m'oxygéner un peu parce que si je persiste dans une voie qui me correspond pas forcément, je sais que je vais m'écrouler. Donc de temps en temps, je me permets des variations de manière à pouvoir moi-même un petit peu me retirer me retirer de la pression, quoi. Et puis c'est aussi un album où tu intègres des fan art de ton univers. Déjà dans les premiers. Hein. Déjà dans les premiers, d'accord. Ouais. C'est vrai que moi j'ai vu que j'ai que l'intégrale. Maintenant, et d'ailleurs dans le premier, j'avais Lévi Strondheim qui m'avait fait un truc.
Mais où tu prends, du coup, on a Blackie, un certain Blackie qui est dedans, mais t'as même, voilà, t'as quand même Jim Mahfood. Et en même temps, j'ai l'impression que t'as même pris des dessins plus amateurs, en fait, vraiment de gens qui voulaient dessiner les trucs, quoi. Ouais, parce que des fois, je trouve que. Des fois, je suis surpris par certains dessins amateurs où je me dis. Alors celui-là a été fait par un enfant, j'imagine, enfin quelqu'un d'assez. Non. Ah non, pardon. Bah, ça, c'est un dossier aussi. Mais je m'excuse. Bon, je vais pas en parler parce que j'ai pas envie de l'afficher au truc. Mais parfois, je trouve ça intéressant. Je me dis, tiens, là, le mec, il me propose un truc super intéressant dans le sens où je m'attends tellement pas à ça, ça m'interpelle. Et là, en l'occurrence, j'ai dit au gars, vas-y, fais-moi une. J'avais découvert son univers, il m'avait présenté son dossier pour faire la BD, c'était pas éditable, mais il se passait un truc dans ses dessins, ce côté très naïf, etc. J'ai dit, écoute, je vais pas t'éditer parce que voilà, mais par contre, je serais intéressé de voir que tu me fasses un fan art sur Moutafoukaz. Et ça, par contre, je le publierai, tu vois. Et il m'avait fait ça, et du coup, j'étais content, tu vois. D'accord. Et ceci, là, enfin, vous commencez aussi à faire des éditions limitées, un peu collector, puisque là, t'as du marquage à chaud. Alors ouais, mais il n'est pas collector. Ça, c'est l'édition normale en plus. C'est l'édition normale, celui-là. Ok. L'édition. On commence à se faire plaisir, alors du coup, sur la Fab aussi. Ouais. Alors, je t'avoue que en fait, moi, j'ai essayé de. Bon, on se faisait déjà plaisir sur la Fab dans le sens où déjà le fait de différence de papier. Ouais, bien sûr. Voilà. Mais là, t'as la dorure, là, c'est pas pareil. Là, il y a la dorure. Ouais. Alors, la couverture le justifiait, et aussi parce que voilà, c'était une série qui fonctionnait, qui est installée, et puis je pouvais me permettre d'y aller, quoi. Donc, à ce niveau-là, c'est vrai que Ankama, ils m'ont toujours donné carte blanche sur les projets, sur les titres qu'on sortait. Tu vois, j'avais totale confiance, il n'y avait jamais personne qui est venu me dire attends, que c'était en train de faire là. Ça n'est jamais arrivé. Donc, pour ça, c'était top. Hein. Je veux dire, je sais même pas dans quelle haute maison d'édition ça pourrait se passer comme ça, sachant que je venais de rien quand même. Tu vois. Ouais. D'accord. Donc le succès est au rendez-vous. Ça, tu le sais. Alors à ce moment-là, maintenant. Je sais que ça marche suffisamment pour se permettre des choses. D'accord. Voilà. Après, combien de ventes, etc. Franchement, je sais pas. Puis en plus, entre-temps, je sais que il y avait une restructuration interne à Ankama, ce qui fait que je suis même pas sûr de savoir combien on a vendu de titres au final, tu vois, parce que. C'est pas quelque chose qui t'intéresse en général, quand même. C'est quand même important. Ouais, mais pour toi, c'est important en tant que directeur de collection. Eh ben, je t'avoue que c'est un truc sur lequel je me suis jamais penché vraiment. Enfin, un peu plus maintenant. Mais à l'époque, comme il n'y avait pas d'enjeu particulièrement financier, dans le sens où moi j'étais salarié, Ankama Édition ne reposait pas uniquement sur les ventes de la BD pour vivre, et puis qu'en plus à côté de ça, je voyais aussi, il y a eu quand même beaucoup de restructuration au sein d'Ankama Édition, et puis il y avait parfois des projets qui pour le coup étaient des vrais gouffres financiers. Bon, je me disais, nous, on sait ce qu'on fait, ça fonctionne, ça marche, jamais personne est venu nous dire attendez les mecs, vous faites nimp. Même il y avait un contrôleur gestion, hein, tu vois, il n'y a jamais eu de problème particulier. Je connaissais personnellement en plus à l'époque le directeur financier qui semblait satisfait. Donc non, combien on a vendu exactement, peu importe en fait. Tu vois. Tant compte pas que ça te permettait de poursuivre le truc, parce que voilà, si ça avait été un faux et que du coup tu vas voir, je pense que tu ne seras pas pareil. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas. Voilà, lui, le contrôleur gestion, il était au courant. Moi, pour moi, ça reste abstrait. Hein, et encore aujourd'hui, ça reste abstrait, si tu veux. Tu vois. Je peux quand même te dire que c'est quand même plus intéressant pour toi, enfin même plus gratifiant de dire que qu'il y a beaucoup de gens qui ont lu et donc. Ah mais oui, mais il y en a jamais assez. Ça non, oui, effectivement. En vérité, il y en a jamais assez. Tu vois, on est loin des chiffres du cinéma, etc. Donc tu vois, qu'il y en ait 15 000 ou 20 000, pour moi, c'est abstrait, quoi, si tu veux. Et je t'avoue, là, de toute façon, t'as bien vu, hein, tout à l'heure, je t'ai demandé des chiffres parce que j'étais pas au fait de tous les chiffres, donc voilà. Après, maintenant, c'est un peu différent parce que voilà, maintenant, on est indé, hein, donc faut qu'on fasse attention aussi, et on a été un peu plus. Puis l'expérience aussi, t'apprends maintenant qu'il y a des choses auxquelles il faut que tu fasses plus attention. Oui, et puis les chiffres ne sont plus les mêmes qu'à l'époque. Ça, c'est un truc, il y a quand même un gros bouleversement entre quand je suis arrivé dans la BD en 2006, 2007, 2008, et puis aujourd'hui, 2022. C'est un délire. Hein.
les ventes de BD, en règle générale, même, elles sont divisées par 2, mais facile. Hein. Ah. Tu vois, moi, à l'époque, un succès, c'était 10 000 ventes. Hein. Aujourd'hui, un succès, c'est 3 000 ventes, si tu veux. Donc, enfin, un succès. De façon paradoxale, alors que la production, elle a considérablement augmenté. Pas un succès, mais on va estimer qu'à partir de... Allez, que tu t'atteignais ton seuil de rentabilité. Seuil de rentabilité, il est atteint en général autour de... si on fait bien les choses, autour de 3500, tu vois, 3000, 3500. Parce que nous, on a toujours, au label 119, on a toujours fait gaffe aussi à ce que l'auteur puisse vivre, entre guillemets, convenablement, tu vois. Maintenant, autour de 5000 ventes, on peut dire ok, on est ok, quoi. Là où avant, mentalement, notre objectif, c'était 10 000. Tu vois, le hockey, il est à 10 000. Aujourd'hui, le hockey, il est à 5 000, quoi. Ouais, parce qu'il est fou, c'est de dire, tu vois, que il y a des millions de lecteurs de BD en France, quand même, techniquement. Parce que tu as des ventes qui sont à plusieurs millions. Donc, c'est-à-dire que techniquement, il y a quand même il y a des millions de personnes capables d'acheter une bande dessinée. Et quand tu dis, 5 000, 3 500, c'est non, mais c'est déprimant. En vérité, c'est déprimant, je te le dis. Mais bon, c'est tout. Et après, nous, nous, on fait ça. Je t'avoue qu'on fait ça aussi beaucoup pour le kiff. Et évidemment, il faut que ça fonctionne, parce que si ça ne fonctionne pas, on ne peut pas en refaire. Donc, voilà. Donc, c'est la condition sine qua non. Mais en vrai, si notre seule motivation, c'était les ventes, oui, non, franchement, on aurait arrêté depuis longtemps. Parce que sans déconner, des fois, tu fais, à quoi bon? D'accord. Et donc sur ce tome, parce que je reviens juste parce qu'on va bientôt couper pour ce 3e épisode, mais donc comme tu t'appelais des renforts un petit peu, donc il y a un petit peu de Blackie, un petit peu de Florent qui vient t'aider à finir le tout. Tu restructures le scénario parce que tu sais que tu finiras pas 3, tu sais que ça va faire 5 quand même, ou tu t'hésites encore sur le 4 et le 5 là-dessus? Dans quelle mesure tu sais comment tu dois restructurer toute l'histoire? Je me dis que j'ai encore besoin d'un tome. Tu te dis ça, d'accord, ok. Ouais, et c'est au cours du 4, je me dis, maintenant, en fait, je vais pas avoir, ça va être compliqué. C'est vrai. Ouais. Eh ben, on va y revenir dans le prochain épisode, c'est parfait. Tu viens de me faire le petit effet de suspense, tu sais, genre vraiment, tu sais, et c'est au moment du tome 4 que je me rends compte que. Et là, on coupe, et voilà, c'est le cliffhanger, vous savez pas la suite. Et pour connaître la suite, il faudra bien évidemment écouter le prochain épisode du Moutafoukast. Je suis vraiment toujours content de faire ces émissions avec toi, et j'espère que cool. je ne te fatigue pas trop malgré tout. On espère surtout que là, derrière, ceux qui écoutent avec leurs écouteurs dans le métro, faisant du sport ou la vaisselle, ça vous plaît également. Et bien, ça tombe bien parce que le voyage se poursuit. On se retrouvera très bientôt pour le prochain épisode. En tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir. Dites-le, criez-le, hurlez-le sur les réseaux sociaux et partagez les émissions pour qu'elles puissent vivre et que, on fasse vendre 10 000 exemplaires de Moutafoukaz et du podcast aussi, qui arrivera bien sûr en NFT. Vous le savez, on adore ce genre de choses-là. Sur ce, merci de nous avoir écoutés. Merci à Run d'être avec nous. Merci. Et puis, à très bientôt pour la suite. Ciao. Attends, mais Run, attends, parce que là, c'est vrai que j'ai lancé le générique, mais il y a quand même un truc sur lequel on va revenir avant de mettre vraiment fin à cet épisode, parce que tu parlais de catch avant, et je crois que tu as fait quand même quelque chose d'un peu spécial autour du catch pour le lancement notamment de ce Moutafoukaz tome 0. Ouais, c'est vrai, parce que là on parle de relancer le catch en France, mais c'est vrai que les gens vont se dire non mais attends, c'est quoi cette boîte, ils font n'importe quoi. Il y avait quand même une idée cohérente là derrière, c'est-à-dire que dans le cadre de la sortie du tome 0 de Moutafoukaz, on avait fait un trailer avec le studio Nekome, qui était des potes à Fafa qui bossait chez Ankama. Et dans l'idée de Toth, ce trailer pouvait servir de test pour voir éventuellement s'il pouvait bosser avec plus tard, etc. Donc voilà, on se retrouve à faire un trailer avec le studio Nekome, dans lequel il y a le match de catch qu'on retrouve dans le tome 0. Et c'est d'ailleurs le premier stage de Blackie, donc Guillaume Singelin, quand il est venu en Ankama, la première fois qu'il a bossé avec moi, c'était sur le storyboard et sur des intentions de ce trailer. Ok. Et si tu veux, comme il y a eu la Japan Expo 2008 et que je ne sais plus pour quelle raison, Toth avait rencontré des catcheurs pros qui étaient, à mon avis, venus demander, tu vois, des subventions, enfin pas des subventions, mais un financement, tu vois.
Et ben Toth les a mis sur le coup. Il a dit voyez avec Run, il est en train de faire une BD de catch, ça se trouve il y a moyen de faire quelque chose. Et du coup, lors de la Japan Expo 2008, il y a eu une reconstitution du match de catch en réel, en live, qu'il y a dans la BD. Et dont on s'est servi des images aussi pour mettre à la fin du trailer. Donc voilà, c'est pour ça qu'est venue cette idée de Toth d'éventuellement partir sur une voie qui amènerait vers le renouveau du catch français. Après, présenter le tome 0 comme une BD de catch, tout simplement, c'est un peu grossir le trait quand même sur le contenu. Ouais, non, mais c'est sûr, mais comme on avait sous la main des catcheurs pros et que c'était pile le moment du tome 0, et qu'il y a quand même un gros combat de catch dedans qu'il n'y a pas dans les autres tomes de Moutafoukaz, d'ailleurs. Ouais. On s'est dit, vas-y, c'est peut-être le moment de... Puis en plus, franchement, il y avait les physiques pour jouer les gros nazis, donc c'était parfait. Ils étaient allemands, les mecs, en plus. Ah bah voilà. L'amalgame parfait, mais par contre, enfin, c'est toi qui as dû diriger les chorégraphies, enfin, tu t'es impliqué dans le match. Non, dans les costumes, oui. Ouais. Dans les costumes forcément, mais non, pour les chorégraphies, je leur ai filé la BD. On a vu ensemble plus ou moins les hotspots, comme ils disent. Et puis ensuite, j'ai dit, c'est votre métier, les mecs, faites ce que vous avez à faire, quoi, tu vois. Donc, on savait qu'il y avait 3 ou 4 hotspots avec des retournements de situation, des trucs comme ça. On savait qu'à la fin, les mecs allaient valdinguer dans la foule. D'ailleurs, quand ils valdinguent dans la foule, c'est des catcheurs qui sont au premier rang et c'est pas des vrais gens, parce que t'imagines, tu te prends 120 kilos dans la gueule. Mais tout ça était bien rodé, les gens étaient fous, franchement. Ceux qui ont assisté à ce truc-là, à la Japan Expo, ils étaient à fond de balle, quoi. Ouais. C'est-à-dire que tu voudrais dire que le catch, c'est pas de la réalité, c'est-à-dire que c'est mise en scène. Alors, et quand il tombe sur le ring, il tombe pour de vrai, hein. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est de la chorégraphie sportive à but de divertissement, quoi. D'accord, très bien. Mais très sportif quand même. D'accord, très bien. Et c'est quelque chose, enfin, t'as reçu qu'il y avait eu t'as ressenti qu'il y avait eu un intérêt particulier pour ce spectacle et pour le catch après, de façon générale, sur l'œuvre. Ouais, en tout cas, je sais que Toth, quand il avait vu comment ça avait pris, il s'est dit, putain, viens, on fait un truc, on fait quelque chose de plus grand. Donc c'est pour ça que je me suis retrouvé à bosser sur du catch, en fait. Ok, très bien. Bon, bah voilà, au moins on a l'explication quand même de ce pan assez particulier sur la chose. Et donc là, on peut vraiment mettre fin à l'épisode. Comme je le disais avant, on se retrouve dès la semaine prochaine pour la suite. Salut. Bye.